depuis 1 an maintenant à peu près. Je sais bien qu'il y en a qui refusent d'admettre qu'il y a un grand remplacement. Bon, je sais pas si ceux-là sortent ou celles-ci sortent souvent de chez eux. Mais en attendant, on le voit bien autour de nous, cette situation ne fait que s'aggraver. Mais elle ne fait que s'aggraver pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui le pouvoir d'une minorité, d'une hyperclasse mondialiste, une hyperclasse apatride, qui ne se reconnaît plus ni dans la France, ni dans l'Europe, ni même dans les États-Unis. Certains nous disent parfois, oui, c'est de la faute aux Américains. Non, c'est pas de la faute aux Américains. L'hyperclasse mondialiste doit bien être quelque part. Il se trouve qu'elle est en Amérique, donc partant de cela, on pourrait dire que c'est de la faute aux Américains, mais c'est pas les Américains en tant que tels. C'est cette volonté de vouloir globaliser le monde. C'est cette volonté de vouloir tout mettre au même niveau, d'avoir un marché mondial qui détruirait toutes les identités, qui détruirait toutes les nations, qui détruirait toutes les civilisations. Et pour cela, rien de tel que le grand brassage, rien de tel justement que le grand remplacement. Et je crois que par rapport à ça, ça a moins un effet positif, c'est que ça commence à susciter des forces d'opposition de plus en plus larges et de plus en plus importantes. Certains pensent que le succès actuel du mouvement national serait dû à des diabolisations ou à employer des mots comme ça. Moi, je pense que le succès actuel de nos idées, en tout cas, est dû surtout à la radicalisation d'une partie de plus en plus importante de nos compatriotes. Autour de nous, on le voit tous, des tas de gens commencent à ouvrir les yeux et commencent à se dire, mais finalement, tout ce que disent les nationaux et les nationalistes depuis 30 ans, 40 ans, eh bien finalement, tout ça s'avère vrai. Alors pourquoi ne pas leur faire confiance? On n'a pas voulu, pour le moment, on nous a traité de tous les noms. Maintenant, on commence à s'intéresser un petit peu à ce que l'on fait. Une anecdote que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de raconter il y a quelques semaines à nos amis de Lyon. Il y a quelques semaines, enfin un mois à peu près, un journaliste d'un grand quotidien parisien avait demandé à me voir. Bon, on passait un petit moment ensemble, type d'ailleurs plutôt sympathique d'ailleurs, et qui est teinté des couleurs du quotidien pour lequel il travaille, et ce dont on ne peut pas non plus le reprocher, me dit au bout d'un moment, mais enfin quand même, tout ce que vous me dites, regardez, Marine Le Pen veut être présidente de la République et dans son entourage, il y a des gens qui ont fait ci ou qui ont dit ça. Je crois que c'était un conseiller régional de la région, du Picardie, je ne sais plus, qui avait dit ce jour-là qu'il ne fallait pas prendre les Français pour des niaques. Oui, vous vous rendez compte, c'est quelque chose d'épouvantable ce qu'il a dit à votre président de la République. J'ai écouté, on va arrêter tout de suite. D'abord, Marine Le Pen, comptez pas sur moi pour la défendre, elle n'a pas besoin de moi et elle est assez grande pour défendre toute seule. Mais arrêtez de penser les choses comme ça, c'est pas en allant sortir un humoriste dans tel conseil régional ou une affaire de facture ici que vous allez changer quelque chose. Aujourd'hui, vous avez un mouvement de fond en Europe, vous avez un mouvement de fond qui est en train de prendre une importance, un mouvement de retour à la volonté des identités, et ça dépasse largement le cadre des manœuvres politiques dont vous me parlez. Je pense que ce mouvement de fond, il est beaucoup plus large, et ça, vous ne pourrez pas l'arrêter. Et le type me regarde et il me dit, mais c'est effrayant ce que vous me dites. Ben, je lui dis, mais non, monsieur mon cher, c'est la réalité qui est effrayante. Et ça, vous n'avez jamais voulu la voir en face, la réalité. Le problème, c'est que dans ce pays, il y a tout un tas de gens qui ne veulent pas voir la réalité. Ils veulent voir le monde tel qu'il est. C'est beaucoup plus confortable d'imaginer le monde tel qu'on voudrait qu'il soit, où tout le monde soit gentil, tout le monde y soit beau, tout le monde y soit mignon. Bien sûr, c'est ce qu'on souhaite tous, d'ailleurs, pourquoi pas. Après tout, ça serait mieux. On serait beaucoup plus tranquille. Mais il se trouve que c'est pas comme ça. Il se trouve que les choses sont différentes. Et ces gens, eh bien, notre devoir, notre travail, à nous tous, militants nationalistes, identitaires, nationaux, patriotes, eh bien, à nous tous, c'est justement de faire en sorte qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, la réalité que nous voulons est la réalité qui est celle de nos peuples, qui est celle de notre nation, n'est pas celle que veulent nous inspirer les mondialistes, qu'ils soient à New York, à Londres, à Wall Street ou ailleurs. Voilà ce que je veux dire. C'est ce que tu as dit. Moi, je crois que c'est clair. C'est... On va rentrer un petit peu plus dans le sujet. Robert, tu nous as parlé de la situation politique française. Alors, tu es journaliste. Je sais que tu suis tout ça de très près. Qu'est-ce que cela t'inspire aujourd'hui? En clair, comment vois-tu l'avenir des différents mouvements politiques français et peut-être aussi plus précisément de celui dans lequel beaucoup d'entre nous sont passés, à savoir le Front? Oui, je m'intéresse effectivement un petit peu à la politique et
j'écris, comme vous le savez, mes chroniques hebdomadaires dans Rivarol, que je vous invite évidemment à lire. Abonnez-vous, parce que c'est l'hebdomadaire de l'opposition nationale et européenne, et qui dit, je crois, un certain nombre de vérités. La situation politique ne me paraît pas... À la fois, j'ai des éléments d'optimisme et une dimension pessimiste. Les éléments d'optimisme, je ne vais pas les chercher, je vous le dis franchement, dans les résultats du Front National. Le Front National est, je crois, à une très grande faiblesse. C'est que, et Roland l'a évoqué le problème, c'est un manque de conscience idéologique et de colonne vertébrale. Alors je ne suis pas comme l'ami Roger Olindre, qui dit des choses fort justes, mais qui s'en prend aux avertis, ni même comme Jérôme Bourbon, qui s'en prend aux avertis du Front National, etc. Moi je vous dis franchement, je m'en fous qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ça n'a pour moi pas beaucoup d'intérêt. Je préférerais toujours un nationaliste inverti à un internationaliste hétérodoxe. Donc je n'en fais pas un problème particulier, j'ai peut-être tort, mais enfin c'est comme ça. Par contre, il y a d'évidence un manque de clarté idéologique dans ce mouvement, qui a abandonné les fondamentaux, Karl en parlera peut-être tout à l'heure, ou Roland, qui a abandonné un certain nombre de fondamentaux que Jean-Marie Le Pen, avec ses défauts, avait réussi à mettre en route. Bien sûr que Jean-Marie Le Pen porte une responsabilité dans la situation aujourd'hui, où Marine Le Pen et sa bande ont pris le contrôle d'un parti qui devrait représenter une espérance. Bien sûr qu'il porte une responsabilité, je lui ai dit d'ailleurs, Madame Catu, n'as-tu pas le sentiment d'avoir une responsabilité dans cette situation? Après tout, c'est toi qui as désigné ta fille, c'est toi qui a permis l'émergence de personnalités qui ne sont pas de chez nous. Car j'en ai la conviction, je le dis simplement, Marine Le Pen n'est pas de chez nous. Elle n'a pas nos idées. Soyez-en certains. Donc, je ne suis pas très optimiste sur l'avenir de ce parti. Je vais vous donner un exemple, un sondage, ça m'a beaucoup frappé, qui a paru il y a quelques jours, qui envisageait deux cas de figure. Un cas de figure où ce serait Alain Juppé qui serait le candidat des Républicains, face à Marine Le Pen, bien sûr, face à François Hollande, et un deuxième cas de figure où ce serait Sarkozy qui serait candidat. Alors, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que, quel que soit le cas de figure, avec un Juppé qui caracole la tête avec 34%, avec un Sarkozy qui fait un mauvais résultat avec 20%, quel que soit le cas de figure, le score, le résultat de Marine Le Pen au premier tour est à peu près, reste le même. C'est-à-dire même dans les cas de figure où un mauvais candidat, en l'occurrence Sarkozy, serait opposé à elle, elle ne progresse pas. Elle ne progresse pas. Et ça, je crois que c'est sa grande faiblesse, et il est complètement, à mon avis, illusoire d'imaginer qu'elle puisse l'emporter au deuxième tour face à Sarkozy ou face à Juppé. Elle pourrait peut-être l'emporter face à un Hollande. Et enfin, vous savez fort bien que ce cas de figure n'est guère envisagé ni envisageable. Donc, elle se retrouve dans une sorte de nasse, on a parlé de plafond de verre, qui ne lui permet pas de progresser véritablement.
Et moi, j'ai toujours eu la conviction qu'il valait mieux faire, je vous dis des chiffres, faire 15% des suffrages avec nos idées, avec une vraie radicalité intelligente, que de faire 23% ou 24% avec des idées qui ne sont pas les nôtres. Or, c'est ce qui se passe aujourd'hui au sein de ce parti. Alors, il y a quand même des éléments qui permettent d'être optimiste. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est aujourd'hui, c'est l'apparition de gens avec lesquels on n'est pas obligé d'accord sur tout, mais de gens comme Zemmour, par exemple, comme Buisson, qui prend une certaine importance parmi ces nouveaux droitiers, comme on les qualifie parfois, comme Robert Ménard, et comme bien d'autres. Il y a aujourd'hui des responsables politiques et des intellectuels qui, très clairement, ont choisi d'abandonner les idées de la gauche qui dominaient jusqu'à présent. Aujourd'hui, le curseur est largement, je crois, parti vers la droite. Et tant est que le mot, j'aime pas trop utiliser ce mot, mais enfin, pour la simplicité de ma démonstration, je parlerai quand même de la droite et de la gauche. Donc le curseur est parti vers la droite. Et je pense qu'il ne s'arrêtera pas aussi rapidement que certains l'espèrent. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les Zemmour et autres ils ont une réunion en fin mai, je crois, ou fin mai. Ils ont une réunion à Béziers, et sans doute lanceront-ils des initiatives, et en tout cas, ils semblent souhaiter avoir un candidat qui les représente. Et pour eux, évidemment, ce candidat n'est pas Marine Le Pen. Marion Le Pen a annoncé qu'elle participerait à cette réunion, ce qui a suscité la fureur de Marine Le Pen, qui ne veut pas qu'elle y aille. Donc, comme je l'ai souvent dit dans Rivarol, tout ça, ça finira pas très bien. Ça, j'en suis persuadé. D'autant que Jean-Marie Le Pen a annoncé que s'il n'était pas réintégré au sein du parti qu'il a créé, il ne voterait pas pour Marine Le Pen. Il l'a clairement dit. J'évoque l'information d'ailleurs dans Rivarol. Il l'a clairement dit. Il l'a clairement dit. Donc, je ne vois pas comment Marine Le Pen peut aujourd'hui représenter une espérance pour nous autres nationalistes. Alors, trois amis à qui je discutais lors d'une récente réunion m'ont dit « Oui, mais alors pour qui voter? On va quand même pas laisser Hollande l'emporter. Pour qui soutenir? Qui soutenir ?» C'était une question très sincère qu'elle posait. J'aurais dit, mais on s'en contrefiche. Sommes-nous des démocrates bêlants ou sommes-nous des combattants nationalistes? Eh bien, moi, je vous le dis, nous sommes des combattants nationalistes, camarades. Merci, c'est très clair. Tu nous as parlé de la nécessité de se muscler idéologiquement, tout à l'heure. Roland, muscler idéologiquement notre famille politique, c'est un petit peu le but que s'est donné la revue Synthèse Nationale. Qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que nous allons faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, qui vont permettre d'apporter ce que moi j'appelle ça des cartouches. C'est peut-être un peu guerrier comme terme, mais je pense que ça fera peur à personne ici. Quelle cartouche idéologique vas-tu donner à notre famille politique pour que nous puissions nous défendre le mieux possible demain? Écoute, d'abord, oui, bien sûr, muscler idéologiquement, c'est un but, mais aussi donner déjà des argumentaires, c'est déjà pas mal. Bon, depuis le début, d'ailleurs, depuis 10 ans maintenant, Synthèse a toujours essayé de donner aux militants de la cause des argumentaires, et pour cela, en ouvrant ces colonnes à
différentes tendances de notre famille politique. Nous allons évidemment continuer, bien sûr. Alors, je peux peut-être vous parler des projets à court terme de synthèse. Bon, là, on va parler un petit peu de l'association. Bon, comme vous le savez, donc la revue atteint ses 10 ans d'existence, son 42e numéro, plus quelques numéros hors série, plus les bouquins de synthèse, plus aussi les cahiers d'histoire du nationalisme. Et là, récemment, nous venons de lancer une nouvelle collection de livres. Je vous invite d'ailleurs à vous procurer, c'est encore le meilleur moyen, au stand là-bas, une nouvelle collection qui s'intitule « Pourquoi ?» C'est-à-dire que nous allons chercher à chacune des livraisons de cette collection à aborder un problème politique ou géopolitique qui intéresse, enfin en tout cas qui est au devant de l'actualité. Le premier numéro de cette collection, Pourquoi est consacré au conflit syrien. Donc pourquoi nous avons choisi la Syrie bassiste plutôt que l'État islamique. Bon, alors, on va pas non plus tomber d'un excès dans l'autre. Nous avons aussi peut-être de bonnes raisons de ne pas être pas toujours été en bon accord avec la Syrie bassiste. Il se trouve que dans la situation politique actuelle et géopolitique actuelle, il est préférable qu'il y ait la Syrie bassiste plutôt que l'État islamique, et je crois que nous en conviendrons tous ici. D'autres numéros vont sortir, d'autres exemplaires, enfin d'autres livraisons de ce livre, de cette collection auront lieu. Il y aura un numéro qui sera consacré au TAFTA, au traité transatlantique. Il y en aura un autre ensuite qui sera consacré aux éoliennes. Oui, on peut aussi aborder d'autres problèmes. Le problème des éoliennes, c'en est un aussi, qui peut sembler un petit peu s'éloigner du thème de la réunion d'aujourd'hui, mais ça, nous en reparlerons. Nous avons un certain nombre de sujets comme ça que nous allons aborder. Tout cela avec un but, celui de donner à nos amis, aux militants, quelles que soient leurs organisations, quelles que soient les associations ou les initiatives auxquelles ils se joignent, eh bien, nous allons essayer de leur donner un argumentaire. Après, chacun en tire ce qu'il pense être le meilleur, et voilà. J'en profite d'ailleurs, puisque l'occasion m'en est donnée, de vous annoncer que la 10e journée de synthèse nationale aura lieu le dimanche 2 octobre. Je dis bien dimanche 2 octobre, car initialement nous avions prévu de la faire le 9 octobre, et il se trouve que la direction de la salle, Rungis, où nous faisons régulièrement ces journées, où beaucoup d'entre vous sont déjà venus, et j'espère qu'ils seront là tous le 2 octobre, eh bien, nous l'avons pour une raison très simple, qui n'a rien de politique ni autre chose, c'est tout simplement le parking de la salle, où a lieu la salle, sera en réfection au moment du 9 octobre. Voilà, on a été prévenus, donc on l'a décalé d'une semaine, on l'a avancé d'une semaine, donc ça sera donc le dimanche 2 octobre. Donc évidemment, vous êtes tous les bienvenus, j'espère que nous serons très nombreux. L'an dernier, ça avait été un grand succès. J'espère que cette année, pour le 10e anniversaire, ça sera un succès encore plus grand, avec de nombreux stands, de nombreuses interventions, un concert, enfin tout un tas de choses qui seront faites, qui seront sur place. Donc le dimanche 2 octobre. Bon, tout cela relève... pour se rapprocher un petit peu de notre sujet initial, relève un petit peu de notre volonté que nous avons de susciter une opposition à tous les niveaux au système actuel et à sa forme la plus visible, à savoir l'invasion. Tout à l'heure, notre ami Guillamon nous expliquait tout à l'heure en voiture, quand nous sommes venus ensemble de Paris, l'action qu'il a menée, et je pense qu'il vous en reparlera beaucoup plus longuement, l'action qu'il a menée où il a réussi à s'opposer juridiquement à la construction d'une des mosquées qui était prévue à Paris. Peu de gens en ont parlé, évidemment, la presse n'en a pas, la grande presse en tout cas, n'en a pas parlé. Bien sûr, nos revues en reparleront, mais tout cela, Guy en parlera un petit peu plus largement tout à l'heure. Mais il y a des tas d'autres choses aussi. Il y a des tas d'autres combats dans lesquels nous devons nous impliquer tous autant que nous sommes. Bien sûr, il y a le combat politique, il y a le combat électoral, ce qui fait partie, qui est l'un des aspects du combat. Je pense que Karl Lang nous parlera tout à l'heure du 3e congrès du Parti de la France qui va avoir lieu à Paris au début du mois de mai, le 7 mai. Mais il y a aussi d'autres combats, congrès évidemment auxquels je peux vous appeler à participer, mais il y a aussi d'autres combats aussi qui sont les combats de tous les jours, les combats associatifs, les combats sur tel ou tel thème. Pourquoi ne pas intervenir sur tel ou tel thème? Pourquoi ne pas essayer de susciter des comités? Tout à l'heure, je vous parlais de notre projet de bouquin sur les éoliennes. Bon,
je vais faire une parenthèse là-dessus, si tu me permets. Ah, mais tu Il se trouve que un de nos amis a attiré mon attention il y a quelques mois sur l'existence de comités anti-éoliennes ici et là. Bon, je sais pas, on en parlera plus longuement si vous voulez après, on va pas parler du côté technique des éoliennes, c'est peut-être un peu fastidieux ici, et ce sera l'objet d'un livre que vous vous empresserez d'acheter, donc vous aurez tout dedans. Mais pourquoi s'intéresser à ce combat des comités anti-éoliennes? Il se trouve que dans beaucoup de villes, dans beaucoup de villages, dans beaucoup d'endroits, vous l'avez vu, on voit pousser des éoliennes un petit peu partout. Bon. Outre le fait que ça... c'est pas vraiment très beau, outre le fait que ça tue les petits oiseaux, il y a surtout une autre réalité derrière, c'est qu'il y a tout un scandale politico-financier derrière, il y a tout un tas de magouilles, il y a un système qui s'est mis en place qui est, par nos adversaires évidemment, qu'il faut dénoncer et il faut faire savoir. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans tous ces comités anti-éoliennes qui se créent un petit peu partout, beaucoup sont calqués sur ce qu'avait été il y a 2 ans, les comités de la manif pour tous. Alors là, vous avez des gens qui ont pris l'habitude, avec ces manifs pour tous qui ont lieu il y a 2 ans, où tout le monde, beaucoup de gens, des centaines de milliers de gens se déplaçaient à Paris régulièrement, sont venus 3 ou 4 fois dans l'année en car, en se levant à 4h du matin pour prendre le car pour venir à Paris. Tout ça, ça finit par créer des petits groupes. Même si la manif pour tous a été un échec, il faut le reconnaître, ça a été un échec, puisque la loi est passée, et puis puisque toute l'organisation s'est disloquée ensuite, il n'empêche que localement, dans beaucoup de villes, et c'est peut-être le cas là où vous habitez, il y a des groupes qui sont créés, des gens qui ont appris à se connaître, des gens qui ont appris à parler entre eux, des gens qui ont appris aussi à militer entre eux, des gens qui ont appris à descendre dans la rue, des gens qui ont appris à organiser un voyage, organiser un stand, organiser un collage, tout ça, c'est des gens qui aujourd'hui sont à la recherche de causes. Hein. Et dans certaines villes, il y a des comités anti-éoliennes, ils sont mis sur cette histoire d'éoliennes. Alors nous, notre travail de militants nationalistes, c'est justement d'aller au-devant de ces gens-là, en leur expliquant, c'est bien d'être contre les éoliennes, c'est triste que ça tue les oiseaux, c'est vrai que c'est pas beau quand vous avez ça devant votre fenêtre, mais il y a aussi une autre réalité, une réalité politique derrière. Ça, ils n'en sont pas forcément conscients à première vue. À nous, militants révolutionnaires, entre guillemets, de faire en sorte que on leur amène un message qui n'est pas celui qu'ils attendent là-dessus, et que ça les radicalise là aussi là-dessus. Ça fait partie des... Bon, je vous prends cet exemple, parce que c'est l'exemple auquel on s'intéresse un petit peu actuellement, mais il peut y en avoir beaucoup d'autres. Hein. Et je vous invite tous, autant que vous êtes, dans la mesure où vous pouvez, c'est de vous investir dans toutes les associations, toutes les organisations qui peuvent exister ici et là, sur tel ou tel sujet, en amenant évidemment toujours le combat sur le plan politique. Bon, parce que c'est pour rester uniquement sur un combat sociétal, ça va jamais bien loin. Notre objectif, ne l'oublions jamais, c'est de renverser ce système. Ce n'est pas de mettre des cautères sur des jambes de bois. Notre objectif, c'est de renverser ce système pour pouvoir imposer un ordre nouveau différent de celui qu'ils veulent nous imposer. Voilà ce que je voulais vous dire. Et par ça, tous les moyens sont bons. Les moyens électoraux, bien sûr, les moyens associatifs, et puis en encourageant la presse nationale, Robert, vous parlez de Rivarol, en encourageant les modestes gazettes qui existent aussi autour de notre famille politique, en les encourageant. Donc voilà, c'est un petit peu le sens du combat que nous essayons de mener, parce que il y a beaucoup à faire. Il y a 70 millions de Français, je sais bien que là-dedans, il y en a quelques millions qui aujourd'hui sont difficiles à convaincre, mais il reste quand même, on dit aujourd'hui, oui, il y a, vous rendez compte, c'est épouvantable, il y a 20% d'immigrés, il y a 20% de Français qui ne sont pas de souche. Oui, il y a 20% de Français qui ne sont pas de souche, mais ça veut dire qu'il y en a encore 80% qui sont de souche. Alors il nous reste encore peu de temps, mais essayons déjà d'aller voir les 80% qui sont de souche, et ça fait quand même un travail assez conséquent pour que nous puissions l'envisager sans nous décourager. Voilà. Très bien, de toute façon on se doutait bien qu'on n'allait pas se décourager. J'ai une petite question. Tout à l'heure tu nous as dit qu'en France il était visible que le curseur s'était plutôt déplacé, c'était même d'ailleurs nettement déplacé à droite. Pourtant, des phénomènes migratoires, on en connaît depuis plus de 40 ans. Est-ce que tu penses... Alors oui, on se connaît bien, et puis j'utilise le tutoiement de camaraderie, j'espère que ça ne vous choque pas, je ne vais pas faire semblant de vous voyer. Est-ce que tu penses que l'islam de plus en plus visible joue un rôle dans cette prise de conscience? Oui et non.
Oui, bien sûr qu'il joue un rôle lorsque vous avez des rues entières occupées par des musulmans en prière, lorsque vous avez cette vision à l'école, lorsque vous voyez ces femmes qui refusent d'enlever leur voile, etc., bien sûr que ça contribue lourdement à la prise de conscience. D'un autre côté, il y a un autre phénomène où il faut faire attention, et ça je l'ai constaté depuis fort longtemps, c'est que les personnes qui habitent dans un quartier occupé par les musulmans, et qui sont minoritaires dans ce quartier, ces personnes finissent souvent, soit elles ont les moyens de partir, de s'en aller, soit elles n'ont pas les moyens, et à ce moment-là, elles vont chercher à s'adapter à cette autre culture, à cette autre religion. C'est-à-dire que les jeunes filles ne porteront plus de jupe, de peur d'être insultées, les personnes d'un certain âge collaboreront avec la majorité ou la grande minorité musulmane. Je l'ai vécu, je l'ai vécu il y a longtemps. Je peux vous citer cette anecdote. J'avais une dame, c'était il y a 30 ans. 30 ans. Non, il y a 30 ans. J'avais une dame qui faisait du repassage, etc. Je connaissais son mari, j'avais été chef du personnel dans la grande distribution, il avait été boucher, donc je les connaissais et je les appréciais, des personnes, braves Alsaciens, etc. Et évidemment, je ne dis pas le discours anti-islam qu'il pratiquait, et anti-immigration qu'il pratiquait. Il votait évidemment pour le Front National, etc., etc. Arrive un jour, elle m'annonce que sa fille était enceinte, pas mariée, et que l'homme était un Turc. Et elle commence à me raconter que cet homme a fait plusieurs années de prison pour trafic de drogue, mais qu'il n'était absolument pas responsable, il avait été piégé, etc. Et du jour au lendemain, son comportement s'est modifié. Elle a commencé à trouver des circonstances atténuantes aux immigrés. Elle a trouvé des circonstances atténuantes à ce jeune homme, qui n'était pour rien finalement, il était tombé dans un piège, etc. Et à partir de là, c'était terminé. C'était terminé. Elle était, non pas, je ne veux pas dire passée dans l'autre bord, mais ses défenses immunitaires avaient d'un coup disparu. Et ça, pour retrouver ce phénomène, dans les résultats électoraux, lorsque vous analysez, vous vous rendez compte que ce n'est pas dans les quartiers les plus occupés que le mouvement national, que le Front National réalise ses meilleurs scores. C'est dans les périphéries. C'est-à-dire, les périphéries, c'est le cas en Alsace par exemple, où les villages qui n'ont jamais vu un immigré votaient massivement pour le Front National. Et cela s'explique par le fait que dans ces lieux, les défenses immunitaires ne sont pas encore tout à fait totalement affaiblies, et que les gens voient, ils ne sont pas des imbéciles, ils regardent la télévision, ils lisent les journaux, ils voient le danger approcher, et ils votent en fonction de ce danger qui approche. Mais les résultats seront meilleurs dans ces zones à relative faible occupation non européenne que dans les zones occupées. C'est des phénomènes très, très intéressants à analyser. Et je reviens, rappelle-moi la question. Je me suis laissé aller. Je te demandais si le fait qu'aujourd'hui le curseur se soit nettement déplacé plus
plus vers notre famille de pensée, était due à plus de visibilité de l'islam, parce que le phénomène migratoire en lui-même, on le connaît quand même depuis plus de 40 ans. Donc qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens se rendent enfin compte du danger que cela représente, alors qu'ils ont semblé être totalement insensibles à ce sujet pendant presque 30 ans. Il y a déjà une augmentation conséquente du nombre d'immigrés. Prenez l'exemple des migrants qui rentrent massivement en Europe. Et là encore, ils rentrent davantage en Allemagne qu'en France. Mais les Français regardent la télévision, ils voient ce qui s'est passé à Cologne, ils voient la réalité de cet islam, ils voient la réalité de cette occupation, ils voient la lâcheté aussi qui augmente de nos gouvernants. Et il entend aujourd'hui beaucoup plus les discours de résistance qu'il ne les entendait, qu'il ne les comprenait il y a encore quelques années. Il y a une sorte de réveil de notre peuple et on peut s'attendre à ce que le curseur aille encore beaucoup plus à droite, en tout cas c'est ce que je souhaite. Je crois qu'on est un peu paquet à le souhaiter. On a toujours, depuis que Synthèse Nationale existe, et j'ai dit on a toujours parce que ça a été une préoccupation quand même qui a toujours été importante, c'est la place de l'Europe dans nos combats, et dans notre combat. Je sais que tu as de nombreuses amitiés en dehors de nos frontières, et j'aimerais savoir un petit peu quel est ton sentiment sur l'évolution des mouvements proches et amis à l'étranger, du moins ce que tu connais. Comment penses-tu que les choses pourront s'articuler et crois-tu qu'un jour on pourra s'entendre pour avoir une Europe unie et résistante? Alors d'avoir une Europe unie et résistante, de toute façon ça correspond un petit peu à ce que je vous indiquais tout à l'heure. Il y a un mouvement de fond actuellement. Le mouvement de fond, il n'est pas seulement en France, il est aussi un peu partout en Europe. Et on en parle beaucoup, bien sûr, dans les pays de l'Est européen. Tout à l'heure, Robert parlait des ex-pays qui ont vécu pendant 72-10 ans sous le joug du communisme. Eh bien, là aussi, il y a certainement un réflexe identitaire et plus important peut-être que dans les pays qui ont pendant 70 ans baigné dans un ensemble des médias, d'éducation, du cinéma, de l'école, enfin bref tout ça, où on expliquait que tout le monde était beau, tout le monde devait se retrouver, et tout le monde. Bon, voilà, tout ça c'est effectivement la réalité l'emporte une fois de plus sur la fiction des mensonges du système. Maintenant, l'entente avec les autres mouvements nationalistes européens, bien sûr, moi je suis toujours très heureux quand j'apprends que dans tel ou tel pays, il y a un réveil, il y a des résultats intéressants, même si parfois les mouvements locaux qui en bénéficient ne sont pas forcément tout à fait dans la même ligne que nous, mais qu'importe, je crois qu'il y a cette lame de fond civilisationnelle dépasse largement le cadre des simples nations. Et aujourd'hui, certains de nos amis voudraient réduire le combat uniquement au côté national et tout ce qui se passe en dehors des frontières doit être banni. Non, pas du tout. Je pense que si on ne résistera pas, tel le village d'Astérix, tout seul, la résistance, ça sera au niveau de l'ensemble, de cet ensemble civilisationnel qu'est l'Europe. Alors je parle pas évidemment de l'Europe de Bruxelles. L'Europe de Bruxelles a tué l'Europe, a tué l'idée européenne. Bon, je parle pas de cette Europe-là, je parle de l'Europe que nous aimons, l'Europe des peuples, l'Europe de notre civilisation, cette Europe qui a éclairé le monde. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas évidemment l'Europe des petits marchands, des petites magouilles, des petites intrigues de basses assemblées qu'est celle de l'Europe de Bruxelles. Même si, bien sûr, on peut être que ravi d'avoir au sein parfois dans certains pays, des amis qui sont dans cette institution. Voilà ce que je voulais te dire. Maintenant, vous savez, il y a une chose qu'il faut bien avoir tous en tête,
bien souvent on se dit mais de toute façon on ne réussira pas parce que l'ennemi est imbattable. Bon, on ne réussira pas parce qu'ils sont soi-disant plus forts que nous et qu'on ne pourra jamais rien faire. Bien sûr, ils ont les moyens de se battre, ils ont beaucoup plus, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois plus de moyens que nous, bien sûr. Mais je vais vous raconter une anecdote, enfin, vous l'avez peut-être vu, vous l'avez peut-être su, on a un petit peu parlé à la télé cette semaine. Bon, généralement, le système, pour se préserver, part du principe qu'il faut être à la fois sa majorité et son opposition. Alors on suscite aujourd'hui les gens qui sont debout la nuit, là où je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est ça, oui, un truc comme ça, debout la nuit. Voilà, on suscite les gens qui sont debout la nuit, on suscite les gens qui veulent, qui se retrouvent dans Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, c'est le nouveau gadget qu'on présente. Alors Macron a créé un mouvement récemment et qui s'appelle, alors comment il s'appelle son mouvement? En marche. En marche. Ouais. Alors pour lancer son mouvement, il a fait un clip publicitaire, ce qui se fait, bon c'est très bien, alors il a dû faire appel à une agence de communication qui a dû coûter très très cher pour faire un clip, et puis on voit un clip, vous l'avez peut-être vu, peut-être que parmi vous il y en a qui l'ont vu ce clip, il y en a qui l'ont vu, non? Alors vous voyez, là, ces gens, alors vous avez la France telle que Macron la voit, alors au début ça commence plutôt bien d'ailleurs, on voit le couple d'agriculteurs, enfin une famille d'agriculteurs dans une ferme, après on voit un ouvrier, puis en plus ça commence à se gâter, on voit un couple gay, après on voit un couple mixte, on voit une école avec des enfants de toutes les couleurs, on voit, enfin c'est la France telle que on voit évidemment l'éternel africain de service qui représente le pays européen, enfin bref, on voit tout ça, et puis tout ça c'est des gens qui appellent Macron à prendre, à faire plus qu'il en fait. Et puis, il y a un journal qu'on n'aime pas beaucoup d'ailleurs, qui n'est pas toujours très tendre d'ailleurs avec notre famille politique, mais enfin il faut le reconnaître qu'ils ont fait du bon travail. C'est le Petit Journal, vous savez, cette émission de Canal+, qui ont décortiqué le clip de Macron. Et en fait, vous vous rendez compte que tous les gens qui passent les uns après les autres et qui appellent Macron, ils sont piqués sur des publicités aux États-Unis, au Brésil, pour des marques de savon, en fait, et pour autre chose. Le seul, c'est le paysan, mais le paysan, il est pris en Autriche, là, c'est-à-dire, l'Oden, il est au milieu de son champ, en Oden. Bon, c'est un Autrichien. Bon, tous les autres, tout ça, ça vous montre que ce système est prêt à n'importe quoi, à faire, tout est dans le factice. Tout est dans tout ça, ça peut se détruire, il suffit d'éternuer et ça peut partir. Eh bien, c'est à nous de le faire, une fois de plus, je répète, c'est à nous tous. À nous tous, ne comptons pas que sur les organisations et les mouvements. Non, c'est à nous tous de participer. Les mouvements, ils seront que ce que nous en ferons. Et c'est à nous tous de nous battre. Ce système, il peut très bien s'écrouler du jour au lendemain. On a vu d'autres systèmes. Qui aurait dit en 1789 que la monarchie française n'allait plus durer très longtemps et que l'aboutissement du travail fait depuis un siècle, depuis les Lumières, allait finir par aboutir. Je pense pas que Montesquieu, je pense pas que Voltaire souhaitait que le roi soit guillotiné, mais enfin on a vu la suite. Bon voilà, qui aurait dit plus récemment, qui aurait dit en 1980 que l'Union soviétique et le bloc soviétique, le bloc de l'Est allait s'écrouler dans les années qui viennent. Qui aurait dit au début il y a 4 ans que le suicide d'un petit marchand de légumes de Tunis allait entraîner le printemps arabe? Personne. Eh bien, on est toujours à la veille d'événements. Alors notre rôle à nous, c'est de rendre possible l'impossible. Voilà. Ok, merci. Je vais vous demander, parce que là ça fait un petit moment qu'on discute déjà, en conclusion. Une conclusion. Ça serait bien que ce soit une conclusion, tu vois, avec une bonne note d'espoir et de... C'est pas dirigé. Mais ça serait bien. Apprends, mon cher camarade, que je reprendrai la formule de Drieux-La Rochelle qui définit le fasciste comme étant un pessimiste actif. Eh ben, alors, ça me va aussi le pessimisme actif. Oui, bon, voilà. Si je voulais vous dire une chose, on va parler d'Europe. Je vous recommande très vivement l'excellent livre de Bruno Maigret, qui imagine qu'un président de la République nationaliste, arrive au pouvoir et qui raconte les décisions
qu'il prend, pour citer un exemple, il quitte le temps, par exemple. C'est vraiment, je vous le recommande, il est très très bien écrit, il est passionnant, et c'est pas de la politique fiction, parce que tout ce qui figure dans ce livre pourrait être réalisé dans la réalité. Voilà. Une note d'espoir, C'est ce qu'on vive la victoire. Merci. Écoutez, merci à tous les deux. Ceci marque la fin de notre première rencontre. Les stands sont réouverts. Je vous invite à vous restaurer. Le bar réouvre aussi. Et on se retrouve pour la deuxième table ronde d'ici un petit moment. Merci.